Le 30 avril 2026, après avoir passé plus de 16 ans dans le couloir de la mort, James Garfield Broadnax a été exécuté par injection létale au Texas pour les meurtres de 2 producteurs de musique devant leur studio d'enregistrement à Garland. Mais la raison pour laquelle cette affaire est différente de toutes les autres exécutions au Texas ? 4 jours après son arrestation, James s'est assis devant une caméra de télévision à l'intérieur de la prison du comté de Dallas, a regardé directement dans l'objectif et a dit aux journalistes qu'il espérait que le jury le condamnerait à mort. Hopefully the death penalty. Hopefully? Yeah. Why do you hope Can they for give that? me life? I'm gonna kill somebody else. Straight up. Et puis il a ri. Voici comment tout s'est déroulé. Le 19 juin 2008, juste après 1h du matin, un homme à vélo rentrant du travail dans une rue résidentielle tranquille de Garland, au Texas, a vu quelque chose près d'un petit studio d'enregistrement. 2 corps gisant sur la route. Il s'est arrêté, a roulé jusqu'à une caserne de pompiers à proximité et a fait signe à l'équipe. En quelques minutes, les ambulanciers ont confirmé ce que le cycliste savait déjà. Les 2 hommes étaient morts. Steven Swan avait 26 ans et Matthew Butler avait 28 ans. Les 2 étaient des producteurs de musique chrétienne. Ils avaient travaillé tard dans leur propre studio, juste les 2 au milieu de la nuit. Steven avait été touché à la tête et à la poitrine. Matthew avait également été touché plusieurs fois. Ils ont été trouvés gisant dans la rue devant le bâtiment, sans personne d'autre autour, et pas de témoins, juste 2 hommes, morts, et celui qui avait fait ça déjà parti. Alors qui ciblerait 2 producteurs de musique chrétienne au milieu de la nuit dans la banlieue de Garland ? Un jeune de 19 ans nommé James Broadnax, et il n'était pas exactement discret à ce sujet. Plus tard ce même jour, James et son cousin Demarius Cummings se sont présentés à un appartement du sud-est de Dallas où James s'était installé avec des proches. Et au lieu de garder sa bouche fermée, James a commencé à se vanter. A dit aux gens dans la pièce qu'il venait de faire un coup. C'est de l'argot de rue pour réussir un vol. Puis il a mis la main dans sa poche et a sorti le permis de conduire de Steven Swan et l'a montré comme un trophée à tout le monde dans la pièce. Mais ce qu'il n'a pas mentionné, c'est qu'il n'avait obtenu que $2 de tout le vol. $2. Puis lui et Demarius sont sortis, sont montés dans la Ford Crown Victoria de Steven et ont dit à tout le monde qu'ils allaient la vendre. 15 minutes plus tard, un des personnes assises dans cet appartement a vu un reportage sur un double homicide à Garland. Elle a reconnu les détails immédiatement. Et elle a décroché le téléphone et a appelé le département de police de Garland. Et il n'a pas fallu longtemps à la police pour le trouver. Ce soir-là, des officiers à Texarkana, à environ 240 km, ont repéré une Ford Crown Victoria dans un quartier à forte criminalité. Mais quand ils ont vérifié les plaques, l'immatriculation est revenue à une Cadillac, pas une Ford. Ils ont arrêté la voiture, et James leur a donné son nom. Plusieurs mandats sont revenus actifs, et il a été arrêté sur place. L'officier qui a effectué l'arrêt a témoigné plus tard que James ne semblait pas ivre. Il était calme, cohérent, et pleinement conscient de ce qui se passait. Il n'y avait pas de confusion, pas de panique, juste un gamin de 19 ans qui savait exactement où il était et pourquoi. Mais c'est là que cette affaire cesse d'être un meurtre-vol de routine et se transforme en quelque chose d'entièrement différent. Après avoir été ramené à Dallas, James a accepté de s'asseoir avec des journalistes de télévision locaux, devant la caméra, dans la prison du comté de Dallas. Son cousin Demarius a fait sa propre interview. Il a admis le vol, mais a dit qu'il n'était pas le tireur. James, a-t-il dit, a appuyé sur la gâchette. James a accepté. Mais la façon dont il l'a dit est ce qui a scellé son sort. Say, let's hop on the train. Let's go to downtown Garden, you know what I'm saying? And we gonna rob somebody. Let's go out there where the rich white folks stay at, you know what I'm saying? Rob one of them, you know what I'm saying? So we get out there and we robbed them. I them. How much I money popped did they. you... What did you think when the police caught up to you? What I think? When they hit the lights, I said, damn. And started laughing, you know what I'm saying? Just like I'm doing now. And looked them in their face with a big smirk. Y'all ain't got on me, dog. But I do want to see the evidence. What do you think is going to happen to you now?
Whatever they throw in. Hopefully the death penalty. Hopefully? Yeah. Why do you hope? Can they give me life, I'm gonna kill somebody else. Straight up. You killed 2 young men now. Better their life than mine. Do you have any remorse? None whatsoever. Do it look like it? I just can't believe you killed 2 people and you're laughing about it. Yeah. Just like when they stick that damn in my room, they gonna laugh at me. Look at that dumb motherfucker. You know how y'all is, dog. Fuck. Just like I said. Fuck family too. Both of them. 2 hommes étaient morts. Leur famille planifiait des funérailles. Et le gars qui a dit les avoir tués était assis dans une cellule de prison, souriant devant la caméra et défiant l'État du Texas de l'exécuter. Et le Texas a accepté son offre. Au procès en 2009, sa défense a essayé de défaire tout cela. Leur argument était que James avait été sous l'effet du PCP et de la marijuana pendant les meurtres, et qu'il était encore sous l'influence 4 jours plus tard quand il a donné ses aveux télévisés. Qu'il n'était pas dans son bon sens, que les mots devant la caméra ne pouvaient pas être de confiance. Mais l'État a démantelé cet argument témoin par témoin. L'officier qui l'a arrêté a dit que James était lucide lors de l'arrêt routier. Les journalistes qui l'ont interviewé l'ont décrit comme vif, articulé et rationnel. L'infirmière de la prison qui l'a examiné a témoigné qu'il n'y avait aucun signe d'intoxication. Et le jury avait regardé les interviews lui-même. Il pouvait voir ses yeux. Il pouvait entendre sa voix. Et ils pouvaient décider par eux-mêmes si c'était un homme qui ne savait pas ce qu'il disait. La défense n'a pas nié que James avait tiré sur Steven et Matthew. Ils ont admis qu'il les avait tués. Toute leur affaire se résumait à un argument, qu'à cause de son état mental, il ne devrait pas obtenir la peine de mort. Mais les procureurs sont allés plus loin. Ils ont introduit plus de 40 pages de paroles de rap manuscrites de James comme preuve. Des lignes comme « attachez-les et mettez-les dans des sacs mortuaires, envoyez-les aux maires, puis j'ai bon tout le pays, envoyez la presse, le papier ». L'État a soutenu que ces paroles montraient exactement qui était James. Ils l'ont appelé une nouvelle race et un monstre pendant les plaidoiries finales. Ils l'ont comparé à des prédateurs sur Animal Planet, rongeant leurs freins pour tuer. Le jury a condamné James Garfield Broadnax pour meurtre capital et l'a condamné à mort. Son cousin Demarius a obtenu la prison à vie sans libération conditionnelle en vertu de la loi des partis du Texas. Et il purge toujours cette peine à ce jour. Mais l'histoire ne se termine pas avec la condamnation, parce que des semaines avant que l'État du Texas ne soit programmé pour l'exécuter, James Broadnax s'est marié dans le couloir de la mort. Après la condamnation, James a été envoyé à l'unité Polunsky à Livingston, au Texas. Et pendant les 16 années suivantes, ses appels n'ont mené nulle part. Puis, avec 42 jours restants avant sa date d'exécution, l'affaire a pris un tournant brusque. Les avocats de James ont déposé un tout nouvel appel. Joint à celui-ci se trouvait une déclaration signée et sous serment de Demarius Cummings. Le même Demarius qui était passé devant la caméra en 2008 et avait dit qu'il n'était pas le tireur. Maintenant, 17 ans plus tard, il disait le contraire. That it was me, that I was and bro just stood in my place with him getting a death penalty. That should have been me. I gotta play this remorseful role. I gotta make it seem like I'm the one that was remorseful, that didn't do it. He was the one that was the shooter. L'appel mettait également en évidence des preuves ADN qui avaient été disponibles depuis le procès original. L'ADN de Demarius a été trouvé sur la poignée et la gâchette de l'arme du crime. Et l'ADN de James n'était sur aucun des deux. À peu près au même moment, les rappeurs Travis Scott, Young Thug, T.I. et Killer Mike ont déposé des mémoires auprès de la Cour suprême des États-Unis, arguant que l'utilisation des paroles de rap de James comme preuve de dangerosité future avait été racialement motivée. L'affaire a explosé dans les gros titres nationaux. Mais les familles des victimes n'ont pas été émues.
la mère de Matthew Butler est allée sur les réseaux sociaux et a appelé l'aveu du cousin à un dernier recours et tout un mensonge. La mère de Stephen Swan avait écrit au tribunal des années plus tôt, les exhortant à fixer la date d'exécution. Sa sœur a écrit séparément, demandant au juge de signer l'ordre. Elle a appelé chaque dépôt de la défense une autre insulte et une autre blessure. La Cour d'appel criminelle du Texas a rejeté l'appel. L'exécution se déroulerait comme prévu. Et puis, 2 semaines avant sa date d'exécution, James Broadnax s'est marié. Sa mariée était une Britannique de 31 ans, nommée Tiana Krasniqi. Elle était étudiante en master de droit international des droits de l'homme, qui avait écrit à James pour la première fois tout en recherchant les préjugés raciaux dans les affaires de peine de mort au Texas. Elle a dit que ce qui avait commencé comme une recherche académique s'était transformé en quelque chose de plus profond. Ils se sont fiancés lors d'une visite en prison. Elle a ensuite quitté sa vie à Londres, a laissé sa fille de 9 ans avec le père de la fille et a déménagé à Houston pour être plus proche d'un homme qu'elle n'avait jamais touché. Le mariage a eu lieu le 14 avril, derrière une vitre, sans contact physique. Le Texas n'autorise pas les visites de contact avec les détenus du couloir de la mort. La cérémonie a duré 20 minutes. Elle a dit ses vœux, et puis c'était l'heure de partir. Elle ne l'avait jamais touché, pas une fois. Quand on lui a demandé ce que sa famille pensait, elle a dit « personne n'est content ». Et elle a dit qu'elle comptait être présente lorsque l'État du Texas exécuterait son mari. Le Texas a cessé d'honorer les demandes de derniers repas spéciaux en 2011 après qu'un détenu du couloir de la mort nommé Lawrence Russell Brewer ait commandé une énorme quantité de nourriture et ait ensuite refusé d'en manger une seule bouchée. Depuis lors, chaque détenu condamné au Texas reçoit le même repas que tous les autres prisonniers de l'unité. Stephen Swan avait 26 ans et Matthew Butler avait 28 ans. Ils faisaient de la musique chrétienne ensemble dans un petit studio d'enregistrement dans une rue résidentielle de Garland, au Texas. Un jeudi matin de juin 2008, quelqu'un leur a tiré dessus à tous les deux et les a laissés sur la route, pour $2. James Broadnax a passé 16 ans à dire qu'il l'avait fait. Il est passé devant la caméra et s'en est vanté. Il en a ri. Il a demandé à l'État de le tuer pour ça. Et puis, quand la date d'exécution est finalement arrivée, la seule autre personne qui était là cette nuit-là a dit que c'était tout un mensonge. Que James avait pris la chute pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Mais les tribunaux n'ont pas marché. Les familles n'ont pas marché. Et le 30 avril 2026, l'État du Texas est allé de l'avant avec l'exécution. Le matin du 30 avril, James a été transféré de l'unité Polunsky à Livingston vers l'unité Walls à Huntsville, où le Texas procède aux exécutions. Il a passé ses dernières heures dans une cellule de détention située à côté de la chambre d'exécution. Peu après 6 heures, il a été conduit dans la chambre d'exécution et attaché sur la civière. Une perfusion a été insérée dans son bras. Les témoins ont été introduits dans la salle d'observation, parmi lesquels son épouse, Tiana, qu'il avait épousée derrière une vitre seulement 16 jours plus tôt. On lui a demandé s'il avait une dernière déclaration. Il a regardé les témoins et a parlé. « À la famille, j'ai prié pendant des années pour que mes choix ne vous causent pas de peine, ni ne pèsent sur vos esprits, a-t-il déclaré. J'ai prié Dieu pour votre pardon. Malgré ce que vous pensez de moi, j'espère que cette prière a été exaucée. » Puis son ton a changé. « Mais peu importe ce que vous pensez de moi, le Texas s'est trompé. Je suis innocent. Les faits de mon dossier parlent d'eux-mêmes, point final. Que ce moment soit celui qui déclenche enfin la révolution qui sera télévisée. Rien de tout cela n'en valait la peine. » Alors que l'injection létale était administrée, Tiana a crié « Je t'aime » depuis la salle des témoins. James Garfield Broadnax a été déclaré mort à 6h47. Il avait 37 ans. Alors, selon vous, justice a-t-elle été faite? Partagez votre avis dans les commentaires.